J'aime bien donner des exemples concrets, pratico-pratiques. Donc, moi, je suis en appartement, je n'ai pas de jardin, mais si vous avez un jardin, voilà, c'est pareil. Comment je rentre en connexion avec les plantes du jardin? Comment je fais? Après, il y a tout un tas de choses aussi pour les élémentaux, de mettre, ou pour la faune sauvage, bah, déjà de nourrir les oiseaux, de nourrir de mettre des fleurs pour les abeilles, c'est hyper important, les abeilles sont trop importantes, de mettre des fleurs dehors, mais aussi pour tous les élémentaux, faites des offrandes. Ça peut être très intéressant. Quand j'habitais à La Réunion, j'avais un jardin et les gens ne comprenaient pas, tout poussait. Je passais mon temps à donner des boutures aux gens et à fournir aux gens des choses. Pourtant, j'étais sur un sol très rocailleux. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et en fait, moi, j'avais des offrandes un petit peu partout. Alors, il se trouve qu'on m'avait offert du whisky. J'aime pas le whisky. Donc, je mettais le whisky en offrande dans le jardin. Et visiblement, voilà, il se dit que les élémentaux, ils aiment faire la fête. Donc, le lait, le miel, ce qui brille, voilà, ou de l'alcool, parce que du coup, ils aiment bien voilà, évidemment, ils boivent pas directement, c'est la vibration que ça porte, en fait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Bah, déjà, à notre échelle, petite échelle locale, si vous avez des plantes chez vous, si vous avez un jardin, ou quand vous passez dans un jardin aussi, ça peut être vraiment très très simple, mais juste d'écouter, de rentrer en connexion. Alors peut-être que la première fois, ça va être juste une sensation. Sous les arbres, on a souvent facilement la sensation, elle vient très rapidement parce que l'énergie des arbres, elle est très variée aussi. Hein. Comme tu disais, il y a des arbres moi je décrivais les arbres qui parlent lentement, il y a des arbres qui parlent très vite. Moi, une fois, je me suis très amusée parce que moi, je pensais que les cocotiers, c'était pas des arbres très. Enfin, voilà, je prenais pas très au sérieux les cocotiers. Une fois, je me suis connectée à un cocotier, je me suis dit, oh mince! Et je me suis sentie très, très con d'avoir eu ce préjugé-là, particulièrement envers eux. Parce que les cocotiers, ils colonisent la Terre et les cocos, elles peuvent voyager dans tous les océans pendant des mois. Donc, il y a des enseignements très intéressants derrière ces arbres-là. Voilà, donc c'était Et pour vous donner un petit c'est, exemple concret. ouais, ce que j'avais envie de rebondir, c'est que c'est assez fou un cocotier parce que c'est capable de monter très très haut. Mais quand tu vois les racines du cocotier qui en fait ne sont pas si profondes que ça, c'est juste hallucinant qu'il ait cette capacité à tenir quand il y a des cyclones, quoi. C'est un arbre assez extraordinaire, le cocotier, pour ça. Moi, je voudrais partager, tu vois, par rapport à la connexion avec les arbres, que moi, j'ai un gros problème avec les arbres quand même. C'est que j'ai une telle connexion que quand je conduis, mon œil est tout le temps attiré par les arbres. Tu pourras avoir un très bel autostoppeur façon Brad Pitt, je ne le regarderai pas, tu vois. Alors que les arbres, je suis très, mon regard est très très attiré. Donc je vais être très attentive à, à ne pas trop laisser mon regard aller vers eux parce que ça pourrait avoir du danger. Et il y a quelques années, quand j'ai rencontré mon amoureux, je me suis rendu compte que dans certains moments de calme et de détente, je rentrais dans une transe qui me faisait voir des êtres arbres qui bougeaient, qui s'enlaçaient et il y avait vraiment toute une communication qui était là à ce moment-là. Donc clairement, au niveau sensitif, il y a un truc avec les arbres. Et pendant des années, quand j'écrivais des guidances, au départ, j'avais l'impression que j'étais super nulle, que j'y arrivais pas, que ça voulait rien dire. Et puis en plus, ça disait tout le temps écoute. Et moi, je disais, mais j'écoute. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi, écoute? Et encore maintenant, mes guidances commencent souvent par écoute ou écrit. Et en fait, cette écoute, elle n'est pas liée du tout au fait d'entendre quelque chose comme une voix qui viendrait de l'extérieur. Elle est liée au fait qu'il y a des mots qui se forment à l'intérieur de nous. Et les écouter, ça veut dire les prendre en compte ou les écrire ou les recevoir. Ça veut plus dire recevoir que juste écouter. Et donc, depuis que je reçois, et ben, ce que je reçois, c'est effectivement que les énergies dans le monde, les énergies de la nature, les énergies d'un bâtiment, les énergies d'un business, parce qu'on a l'impression que parler à la limite des choses de la nature, ça paraîtrait presque normal et naturel, justement parce que les peuples premiers le font depuis toujours. On est beaucoup moins habitué à voir que nos objets aussi ont une énergie et que ces objets qui nous entourent aussi peuvent avoir des choses à dire. Et ça se joue à pas grand-chose. Et en fait, je pense que des approches comme le feng shui, justement, tiennent compte d'une certaine, au départ, à la base, d'une énergie d'un objet. Et puis ensuite, c'est devenu quelque chose qui est un peu figé avec des enseignements qui dit qu'on doit faire les choses de telle façon. Et je suis probablement une grande rebelle à ce qui est figé parce que mon observation, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de ce que veulent les énergies, on n'a aucune idée de ce que veut la nature, on n'a aucune idée de ce que veut l'énergie d'un objet tant qu'on ne lui a pas demandé.
Et quand on prend le temps de se connecter à chacune des choses, on va se rendre compte que c'est une co-création constante et qui ne dépend pas que de quelques paramètres de lumière ou d'eau, qui dépendent d'un ensemble de paramètres. Et ces paramètres-là sont complètement, mais alors complètement passionnants. Voilà, pour partager un petit peu par rapport à ça, à ce que tu disais. Il y a aussi encore un truc que j'aimerais ajouter parce que je me suis intéressée à la façon dont on recevait justement les informations. Et recevoir les informations, en fait, on a notre cerveau qui est câblé pour ça. Tout notre corps est sensitif et tout notre corps perçoit et reçoit. C'est la raison pour laquelle parfois notre corps sait avant notre tête qu'il est en train de se passer quelque chose, comme tu le disais quand on rentre sous un arbre par exemple. Mais il y a dans notre cerveau 2 glandes qui permettent de recevoir. La première, c'est la glande pituitaire, qui est un peu notre parabole, qui permet de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir. Non, pardon, notre glande pinéale. Et ensuite, la glande pituitaire, c'est celle qui arrive à traduire les informations dans quelque chose assimilable pour nous. Et on n'a pas tous la même façon d'assimiler. Certaines personnes vont percevoir des images, d'autres vont percevoir des mots, d'autres vont percevoir des sensations dans le corps. Et en fait, ça dépend de notre glande pituitaire et de sa capacité à digérer. Et donc, notre alimentation, pour parler d'écosystème intérieur, la façon dont on se nourrit, la façon dont on a des corps gras pour nourrir notre cerveau, est directement liée finalement à la qualité de ce qu'on va recevoir. Et un peu plus loin, sur la qualité de ce qu'on va recevoir, ça dépend aussi de notre capacité à avoir une neutralité avec des émotions assez stabilisées, être capable de se mettre dans un état calme, de façon à ce que ce qu'on reçoit ne soit pas teinté par notre expérience personnelle. Donc voilà pour des petites informations de comment ça descend tout ça. Ouais, merci. Moi aussi, je voulais parler du fait que ce qui se passe à l'heure actuelle dans les énergies, de point de vue global, dans ce qu'on ressent, moi et Isabelle, il y a vraiment une notion de créer une nouvelle grille, du coup, avec des gardiens, justement, humains, qui travaillent avec des gardiens non humains ou de la nature. Et donc, ça se fait à travers la création de lieux sanctuaires, à travers des gens qui achètent des terrains, qui reboisent pour replanter du bois, la création d'écolieux, d'éco-villages, ce genre d'endroits où la nature va peut-être être écoutée de manière différente. Après, on n'a pas tous les mêmes approches, effectivement, mais il y a vraiment moi, je le vois vraiment concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des lieux comme ça où la nature va être un petit peu préservée, en tout cas envisagée de manière différente que ce qu'on a fait dans l'agriculture, en tout cas pas objectifiée. C'est-à-dire que vraiment, il y a une notion de respect qui se pose. Et du coup, ça crée, dans le terrain est là et ça crée des colonnes de lumière en fait qui viennent. Et j'ai vraiment la conscience que c'est en train de se créer un petit peu partout dans le monde en fait. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent appelés à créer ce genre de lieu avec des consciences différentes. Tout le monde n'a pas le même travail à faire, les mêmes consciences à poser, les mêmes évolutions à faire. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est comme une espèce de forêt. Donc, il y a des piliers en train de se créer qui rejoignent du coup les piliers des peuples premiers qui sont là, voilà, qui gardent depuis longtemps, ou d'autres lieux comme Findorn dont tu parlais, d'autres communautés dans certains kibbutz aussi, où ils sont bio-écolos depuis très longtemps aussi. Il y a des choses comme ça, certains ashrams aussi, quand les ashrams ne sont pas en ville et qu'il y a du jardin et qu'il y a de la culture aussi en Inde. Des temples zen, temples zen ou shintoïstes au Japon aussi. Il y a des lieux comme ça où il y a de la nature, sont reliés au sacré depuis longtemps. Et tout ça, en fait, est en train de se mettre en réseau, comme s'il y a une nouvelle forêt. Comme dans la forêt, les racines, elles se mettent en lien. Et il y a des liens qui se créent, en fait. Et c'est en train de former une nouvelle grille planétaire qui est en train de se faire et qui est en train d'émerger en fait. Et plus il y aura des personnes conscientes, plus il y aura des personnes capables d'écouter, d'apprendre aux enfants cette écoute-là aussi. Voilà, plus ça va se renforcer, etc. Je ne sais pas forcément où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, moi, je trouve ça très joli et je trouve ça très intéressant. Je suis contente de vivre cette époque-là. Sur le fait, tu vois, de voir les réseaux de lumière se créer, parce qu'on est humain, il y a des parts de nous qui ont envie de savoir pourquoi, comment, à quoi ça va servir, et comment on fait pour faire mieux, et comment on fait pour accélérer. Et en fait, quand on est en connexion avec la nature, il y a une humilité obligatoire, en fait. Et pour moi, ça passe toujours par le fait d'entrer dans un espace où je ne sais pas
et où je me laisse montrer, où je me laisse guider, où je me laisse enseigner et où finalement, en posant des questions, je reçois des réponses et à chaque fois, ça me montre cette humilité de faire ce petit travail, un endroit à la fois, un pas à la fois. Cultiver un terrain, ça demande beaucoup d'énergie sur la préparation de la terre, sur justement se connecter aux plantes. Depuis le confinement, on a enfin investi notre jardin qui était pas investi en tout cas pour la culture, mais investi juste à certains endroits. Il y avait un endroit qui était consacré aux esprits de la nature, tout ça. Et en fait, chaque fois que je dois planter quelque chose dans le potager, je dois inviter le déva de cette espèce de plante et lui demander s'il souhaite faire partie de ce cercle qui est en train de se créer dans le jardin. Et chacun a des besoins différents et un timing différent. Donc c'est en fait une sorte d'hygiène naturelle qui se met en place, qui fait que de temps en temps, je viens leur demander comment ça va, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'on peut intégrer une nouvelle plante là dans le carré potager ou ailleurs. Et, euh, et ça se co-construit petit à petit. Mais c'est quelque chose qui peut ressembler à un travail, oh, je ne vais pas dire de fourmi, parce que ce n'est pas si dramatique que ça, mais c'est un travail qui est régulier et au départ, on n'a aucune idée, on peut sentir le potentiel, mais on n'a aucune idée de ce que ça va donner réellement. Donc pour toutes les parts du mental qui disent « Oh mon Dieu, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent? Patati patata », ce n'est pas une notion qui existe au niveau de la nature. Au niveau de la nature, c'est on fait un pas, on ajuste ensemble, on fait un autre pas, on ajuste ensemble, et au fur et à mesure, ça grandit, quoi. Ouais, et du coup, moi j'invite aussi, mon côté un petit peu facétieux, je vous invite à connecter parce que en fait, il n'y a rien qui n'est pas naturel sur Terre. Euh, et si, comme je pense qu'il y a pas mal de gens là qui nous écoutent, qui sont connectés, qui ont cette capacité à rentrer en connexion avec les choses ou ce qui n'est pas visible. Moi j'ai une invitation à ce que vous vous connectiez au pétrole et au plastique. Voilà, j'en dis pas plus parce que je préfère que vous fassiez votre expérience par vous-même. Connectez-vous un moment, que vous soyez tout près ou pas tout près, je pense que vous pouvez le faire. Voilà, si vous pouvez en plus toucher, je pense que voilà, ça peut être encore plus fort dans la sensation. Mais connectez-vous au pétrole raffiné, connectez-vous au pétrole non raffiné, connectez-vous au plastique. Voilà, et écoutez, qu'est-ce que ça a à dire, etc. Et voilà, c'est une expérience qui peut être très intéressante. Et à l'argent, parce que c'est une énergie dont on parle beaucoup dans le monde, où on ne sait pas trop comment on fait, plein de gens veulent de l'abondance, mais c'est compliqué, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu te connectes à des énergies, comme tu le dis, comme le pétrole, le plastique, l'argent, c'est-à-dire des matières qui typiquement sont connotées de façon assez négative par un ensemble de personnes, eh ben, on peut avoir des très grandes surprises en fait par rapport à ce qu'on reçoit comme enseignement, comme message ou comme soin. Parfois, on va recevoir un soin qui permet de déjuger, tu vois, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais d'enlever toute étiquette qu'on a pu mettre à un moment donné. En fait, il n'y a rien qui soit foncièrement mauvais, mais il y a une histoire quand même d'équilibre et on peut faire mieux au fur et à mesure qu'on se connecte à ces énergies-là, en fait. Et c'est pareil pour nourrir le sol. Si vous avez un jardin, écoutez, ou même pour des pots, écoutez de quoi ça a besoin en fait. En vrai, bon, moi, je mets pas de l'engrais normal parce que j'ai trouvé des trucs qui marchent vachement mieux que l'engrais normal. Et aussi chaque terrain, parce que c'est pas les mêmes compositions, c'est pas les mêmes insectes, c'est pas partout les mêmes vers. Enfin, voilà, toute la faune qui habite, visible, invisible. Écoutez, parce elle a certainement des choses à dire. Comme vous savez certainement, il y a des terrains où, par exemple, les cerisiers poussent, et il y a des terrains où tu peux mettre ton cerisier, mais il ne va pas donner de cerise. Enfin, voilà, et les anciens le savent en général, ce genre de choses. Ils savent, bon, ben non, en châtaignier, ici, ça ne pousse pas. Enfin, voilà. Donc, toujours ouais, développer l'écoute un maximum. Tu vois, j'ai un grand défi, hein. Je ne te dis pas que dans 6 mois, on ne doit pas refaire un live pour dire où ça en est, mais dans mon jardin, mes voisins de chaque côté, ils ont des arbres. Sur mon terrain, il n'y a pas d'arbres. Et pour l'instant, chaque fois qu'on creuse quelque part, on ne peut pas creuser plus de ça. C'est vraiment peu, tu vois, pour planter des choses. Oui, En fait, on est immédiatement sur
donc dans ma région en Loire-Atlantique, ils appellent ça des sillons, donc des endroits un petit peu plus normalement montagneux. On est en plein au-dessus de la colline. Et en fait, je sais pas, on doit être plus haut que nos voisins. Il y a un truc, eux, ils ont de la terre, eux, ils ont des arbres, et nous, on a ça de terre. Donc, je suis très justement contente d'avoir une contrainte de terrain parce que ça me permet de connecter avec les esprits de la nature et de voir ce qu'on va co-créer à partir de ça. Et j'ai une confiance mais totale dans le fait qu'on peut faire quelque chose de magnifique et de tout à fait luxuriant sans avoir besoin de creuser la roche. Mais ça ne peut se faire qu'en connexion avec, puisque la plupart des choses qu'on voudrait y planter ne pousseraient pas. Donc voilà, dans quelques temps, j'ai hâte de voir où on en sera. Ça marche. Je lisais là dans les commentaires, du coup, voilà, il y a Karine qui disait voilà, qu'elle a capté la même chose que nous sur les peuples premiers, etc., sur les lieux aussi. Euh, il y a Aline Baudon qui parlait de sa fille, du coup, qui fait des offrandes dans le terrain et qui demandait est-ce que vous connaissez d'autres enfants qui le font? Alors, moi, personnellement, je connais des enfants qui le font, mais de manière consciente et qui parlent clairement, qui voient des choses. Du coup, c'est ce qui n'a pas l'air d'être le cas de ta fille. Moi, je le faisais aussi quand j'étais enfant. Du coup, je faisais ce genre de choses, mais c'est pareil. Du coup, je voyais. Alors, Moi, je ça ne fait voyais partie. pas. Alors moi, je voyais rien du tout. Tu vois, je ne fais pas partie des gens qui peuvent dire qu'ils voyaient des choses, machin et tout. Rien, rien du tout. Mais je le faisais naturellement. C'est-à-dire naturellement, je construisais des endroits pour honorer, des petits temples. Je faisais des cérémonies pour les oiseaux morts. Effectivement, régulièrement, je mettais des choses par-ci, par-là. Enfin, il y avait déjà une connexion et je pense que c'est une connexion naturelle en fait, euh, qui, quand elle n'est pas justement visible, c'est juste une sagesse qui passe à travers nous et qui fait. Et quand petit à petit, on commence à montrer qu'il y a des exemples, que ça existe, que ça a un sens et que c'est vraiment important, donc tu peux remercier ton enfant de faire ça parce qu'elle est déjà justement connectée à une sagesse qui dit on le fait parce qu'on le fait et puis c'est tout. Et le on le fait parce qu'on le fait et puis c'est tout, ça peut être soit une connexion très profonde de toute façon à la nature, soit des mémoires qui s'expriment à travers elle, des mémoires de temps où il y a des traditions et c'est comme ça qu'on fait pour honorer. Donc c'est vrai que honorer fait partie des compétences de l'humain que beaucoup de personnes en Occident ont mis de côté pour plein de raisons. En général parce que les religions ont tellement stigmatisé, cristallisé des tensions humaines qu'à un moment donné, on a fait une overdose quand on a tout mis de côté. Mais en fait, honorer la vie, honorer l'univers, honorer Dieu, si ça fait partie de vos mots à vous, c'est une vie qui en général est simple, connectée, et où tout devient une prière et tout devient une offrande. La moindre émotion, la moindre action devient comme un pas sur le mandala qu'on trace au sol et chacun a son mandala unique et à nous tous, on trace des structures énergétiques en étant et en vibrant. Je rebondis sur les religions. C'est les grandes religions qui ont beaucoup façonné nos sociétés et qui façonnent encore beaucoup de sociétés à travers le monde. Donc les monothéismes, pardon. J'ai cherché, j'ai creusé un petit peu. Ils ont très très peu de discours sur la nature en fait à la base. Donc ils sont en train de s'adapter. Le pape est en train de s'adapter. Voilà, il y a des discours qui s'adaptent à l'heure actuelle un peu moins voilà, dans l'islam, du côté du judaïsme, voilà, il y a des courants qui se sont développés là-dessus. Mais à la base, voilà, si on reprend, à reprendre les textes sacrés de base, ça parle d'hommes, déjà d'hommes, très peu de femmes, ça parle d'hommes et du ciel et du Père, ou, enfin voilà, quel que soit le mot, etc. Du paradis qu'il y a derrière, mais il y a très peu de discours sur l'environnement. Donc ça parle de l'après, de l'ailleurs et de tout ça, mais dans la vie, quand ça parle de la vie, ça parle des relations entre hommes, ça parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a très peu de discours. Si vous reprenez la Bible, le Coran, si vous reprenez les textes, c'est minoritaire. On dirait que c'est des humains qui vivent pas sur Terre, en fait, quelque part. Il n'y a pas trop de discours par rapport à cet environnement-là.
Voilà, il y a quelques saints qui ont développé ça, théologiens qui ont développé ça après, mais c'est vraiment pas le cœur du système. Donc évidemment, voilà, à travers le catholicisme qui a façonné du coup le territoire français, a eu pendant tout un temps pas de discours par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est les plus grands défricheurs les plus grands défricheurs de forêts en France, c'est les moines, c'est les monastères qui ont fait a fortiori, parce que du coup, on a gagné en espace cultivable, on a gagné sur des marais, on a gagné, voilà, ils ont fait un travail admirable. Mais dans cette notion-là, voilà, il n'y avait pas forcément la notion de respect de l'environnement, etc. Voilà, qui aurait pu perdurer et voilà, qui est un peu encore présent dans les campagnes, mais pas forcément très expliqué, verbalisé, enfin voilà, qui est parfois, quand il perdure, il est très instinctif et pas forcément expliqué. Dans les commentaires, il y a Claire qui dit il y a Saint François d'Assise et les oiseaux, il y a Adam, gardien des animaux, et Ève, gardienne des plantes. Et c'est vrai que Saint François d'Assise, il est un petit peu plus tard, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la Bible par rapport à Adam et Ève. Et Adam et Ève, cette connexion à la nature fait partie de ce qu'on imagine comme étant le paradis. Donc on a la description du paradis qui intègre la nature, et puis ensuite on a quelque chose qui se consacre, comme tu dis, essentiellement sur les histoires d'humains, à essayer de donner des modes d'emploi sur comment se comporter et ainsi de suite. Et, et finalement, cette connexion à la nature, c'est le goût du paradis, c'est de se sentir en accord avec un écosystème intérieur et extérieur. Et parce qu'on est soutenu, moi je suis aussi totalement, mais en amour et complètement transportée de voir à quel point on est soutenu au niveau subtil, à quel point les esprits de la nature, qui sont non jugeants, sont souvent là prêts à équilibrer, à ajuster, à soutenir un ensemble de choses que pour la plupart on ne voit pas. Donc en fait, ce goût de paradis-là, moi je le retrouve particulièrement depuis quelques années, depuis que je me reconnecte à tout ça, justement. Alors je vois qu'il y a Emmanuel qui a un petit message. Tu as vu ça? Tu veux y répondre, Mathilda? Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, mon lieu est un jardin extraordinaire et quand vous avez parlé d'une nouvelle forêt de lumière, arbre de lumière, pilier de lumière, j'entends ça depuis quelques années pour mon jardin merveilleux. Je me suis demandé pourquoi tant de beauté et si je devais partager, mais peut-être qu'il n'y a rien à en faire, juste à laisser vibrer. Entendez-vous quelque chose à ce sujet? Tu veux répondre d'abord ou pas? Oui, je pense que c'est très juste de laisser vibrer et je pense qu'aussi après laisser la porte pour laisser expérimenter à certaines personnes aussi. C'est ce qui me vient là sur l'instant. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que euh, quand un endroit est en équilibre, il va y avoir une sorte de lumière, de sensation de fraîcheur, vraiment comme la sensation qu'on a quand une pluie vient de passer et que l'air a été nettoyé. C'est pas forcément visible, la plupart des gens vont pas en avoir conscience et en même temps, quand ils viennent dans ces lieux-là, dans ces jardins-là, ils se sentent bien, ils se sentent posés, ils se sentent profondément clairs au niveau des pensées et en général, les émotions sont stabilisées. Donc, c'est des lieux qui sont en équilibre. Et quand il y a un lieu en équilibre, effectivement, on n'est pas obligé d'en faire quoi que ce soit. Faire quelque chose, c'est une façon de voir très humaine, ça fait partie des qualités ou des compétences de notre ego, de faire un truc avec ça. Donc il n'y a rien à faire. En revanche, un endroit en équilibre peut avoir envie de grandir. Il peut avoir envie petit à petit d'évoluer ou de faire des petits. Et dans ces cas-là, peut-être le dialogue à avoir avec ce jardin, c'est lui demander quelle est la prochaine étape, est-ce que tu as envie de t'expanser ou pas, quelle est la prochaine étape et comment est-ce que je peux contribuer. Et à partir de ces questions-là, tu vas probablement recevoir euh, des intuitions, des guidances, l'envie de partager les boutures, ou pourquoi pas d'aider des personnes à ressentir leur propre lieu pour créer la même chose. Parce que si on est de plus en plus nombreux à se connecter, et quand un jardin souhaite s'expanser, je dis bien quand il souhaite de s'expanser, parce que ce n'est pas une volonté en soi, peut-être que le jardin est bien tel qu'il est et qu'ils sont juste très heureux, les esprits de la nature qui y vivent, et qu'ils n'ont pas de désir d'accroissement. Mais pour ceux qui aimeraient contribuer encore davantage à toute la structure dans le monde, peut-être qu'il y aura une proposition d'expansion. Donc voilà, souvent, le meilleur moyen de savoir s'il y a quelque chose à faire, c'est de demander au jardin. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'il y a du fun qu'on peut faire ensemble? Parce que c'est beau aussi, quoi. J'aime bien ça, Pierre, ça, Emmanuel. À quel jeu on peut jouer ensemble?
Oui, alors à quel jeu on peut jouer ensemble? Ce qui est, ce qui est joyeux, alors moi, les messages que j'avais là concernant mon petit potager qui débute, c'est que clairement, on me demandait d'y aller vraiment avec le plus d'amour possible et que quand je creusais la terre et que je mettais mes trucs, que ce soit vraiment joyeux. Et il y a ça fait 2 ou 3 années que de temps en temps, on essaye de faire des carrés potagers qui poussent pas du tout. En général, c'est mon compagnon qui s'en occupe et moi, j'avais fait mon freestyle sous la fenêtre de la cuisine et dans mon freestyle, ça pousse, il y a n'importe quoi qui pousse et ça pousse et aux autres endroits où on avait dit: «C'est comme ça et pas autrement avec de la structure», ça pousse moyen, en fait. Donc là, on a trouvé un consensus qui est qu'il s'occupe de sa partie du jardin, je m'occupe de la mienne et on va aller voir. Donc pour moi, le goût du jeu, c'est en lien avec l'expérimentation et en fait, les esprits de la nature sont assez souvent, pleins de joie, d'espièglerie. Ils peuvent avoir envie juste de faire des gros câlins ou de sautiller partout autour de nous quand on a les yeux fermés et qu'on le ressent. Donc parfois, ils ont rien d'autre, ils demandent rien d'autre, qu'on se laisse emmener dans cette exubérance-là, qu'on laisse notre cœur sauter avec eux, qu'on laisse, la joie exploser tellement le jardin est beau et juste qu'on goûte cette joie ensemble. Donc parfois le jeu est comme ça. À d'autres moments, ils vont faire des propositions concrètes. Ils vont dire: «Bah tiens, on essaye d'implanter une nouvelle espèce improbable, on voit comment ça colle», tu vois? Voilà. Ça peut être des aménagements, ça peut être des choses comme ça aussi. Et Aline, tu vois, tu dis, quand on dit d'une personne humaine qu'elle est un pilier, qu'est-ce que ça signifie au niveau personnel et au niveau collectif? Tu commences, Mathilda? C'est une notion qui est très vaste. D'un point de vue énergétique, je dirais que si on résume, si on essaye de résumer et de catégoriser, moi je verrais deux types de piliers. Le pilier qui est canal, le pilier qui est canal, donc qui va participer à faire descendre l'énergie dans la matière, alors que ça peut être un canal qui va en énergétique soigner, qui va donner des conférences, faire des guidances, ou ça peut être vraiment quelqu'un qui va construire quelque chose aussi, d'accord? Parce que faire descendre la spiritualité, ça peut être des choses vraiment très concrètes. Ça peut être une infirmière dans son travail, ça peut être un boulanger qui va travailler de manière un petit peu différente, un élagueur qui va tailler l'arbre de manière différente. Voilà, ça peut se traduire de manière différente. Et moi, j'ai une autre notion du pilier. Il y a des personnes qui ont une énergie très stable, très ancrée, qui, quand ils arrivent dans une pièce, on le sent en général, c'est des personnes pas forcément magnétiques au solaire, mais c'est des gens, quand ils arrivent dans une pièce, tu le sens, en fait. La plupart que je connais, c'est souvent des hommes qui ont cette énergie-là. Genre, il y a des femmes aussi, bien sûr. Il y a quelque chose de l'ordre de la force tranquille, de quelque chose de très ancré et de très, très, très ancré et qui joue plus d'une sorte d'équilibre, en fait, avec les énergies qui sont autour, plutôt que, pouf, de réceptionner. Et quand c'est évidemment les deux piliers, quand ils travaillent ensemble, c'est très intéressant. Quand il y a un pilier qui est très dans l'ancrage, qui est très dans la stabilité et à la force, quand il y a un pilier qui est en canalisation, ben, ça va aider à faire descendre encore plus les choses. Voilà. Je connais, c'est Sophie Gage-Mettet qui fait des canalisations. Quand elle fait ses canalisations, elle a deux piliers, piliers stabilité qui sont autour d'elle du coup. Ça lui permet d'ouvrir le champ encore plus fort, elle qui est canal vraiment qui canalise et les énergies et par la parole en fait. Voilà. Marie-Lise Labonté aussi travaille souvent avec des piliers dans la salle, d'après ce que j'ai entendu dire. Pour Ok. moi, dans ce que tu viens de décrire, il y a une notion du haut vers le bas et du bas vers le haut. En Mm, fait, ceux que tu dis piliers qui équilibrent, c'est ceux qui sont très connectés à la terre. Ils ont mm. des frontières énergétiques en béton armé, en fait. C'est-à-dire, il y a un truc qui va pas bouger, c'est comme des phares. Et c'est aussi pour ça que tu as plus cette image d'homme. C'est parce que ce sont des phares et que même si ça s'agite autour, eux, ils vont rester posés, ancrés, force tranquille. Ma définition, elle commence à se modifier un peu, moi, par rapport à ce que tu as pu dire, parce que je vois qu'on peut être les deux, que Mm. mon mouvement à moi est plutôt du haut vers le bas, mais depuis le mois de décembre, depuis que je suis connectée au gardien de la Terre, je sens une poussée de la Terre qui va vers le haut. Donc c'est en train de se définir à deux niveaux. Donc je pense que les piliers, en fait, sont connectés aux deux niveaux, mais on a tous une dimension humaine, une connexion particulière. Certains ont besoin de faire ce travail d'aller vers le haut, vers le bas, et l'autre le bas vers le haut. Les deux se rencontrent toujours, et quand les deux se rencontrent, il y a une puissance qui est beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus impactante. Et en fait, c'est parce que j'ai souvent lu, tu vois, cette notion de pilier.
notamment dans les familles d'âmes. Et quand je me reconnaissais, je me disais oui, et donc, donc je pense que ta question, Aline, elle est en lien. Ok, donc quand on est pilier, concrètement, quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? On fait quoi? Donc je devine qu'on t'a peut-être dit que tu étais pilier ou toi, tu te ressens comme ça. Et en fait, ce que nous, on appelle concrètement, c'est toujours lié à concrètement, j'en fais quoi? Et en fait, tu n'as rien à en faire. Tu es. Ça veut dire que c'est juste une qualité de ton essence, de ton énergie, que tu le veuilles ou non, que tu fasses quelque chose ou pas, il y a quelque chose qui se fait à travers toi. Et à la limite, tu pourrais tout à fait ne pas du tout t'en préoccuper, ça se fait. Et quand ça se fait dans certains lieux, ça se fait avec certaines personnes, et on n'est pas obligé de vouloir en faire un métier ou vouloir en faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que plus tu écoutes, plus tu te connectes à ton corps, plus tu commences à observer ce qui se passe, et plus tu commences à comprendre ce qui se passe, et encore régulièrement, tu seras étonné de voir jusqu'où ça peut aller et tu ne sauras pas toujours pourquoi. Je suis un pilier stellaire, Mathilda en est un aussi, c'est-à-dire on accueille des énergies stellaires et quand on les accueille, je ne pense pas me tromper pour toi Mathilda en disant qu'en réalité, on n'a aucune idée de exactement pourquoi on est en train d'accueillir cette énergie-là et qu'est-ce qu'elle va donner concrètement. Mais à force d'accepter que c'était ça qui entrait dans notre champ d'expérience, on s'est rendu compte que ça faisait du bien, que ça guérissait, que ça alignait certaines personnes, que ça rééquilibrait des lieux et que finalement ça faisait partie des fonctions de notre être en fait, dans cet espace-temps qui est celui-ci. Je me sens, je le dis comme ça vient, c'est peut-être un peu décousu, mais je me sens, les elfes existent dans les élémentaux. Ils sont bien présents, ils sont pas partout à tous les endroits. Et voilà, n'hésitez pas aussi à les appeler, hein. Et je dis ça aussi pour les personnes qui habitent en ville et surtout là en période de confinement, des personnes qui ne pourraient ne pas forcément sortir. Les élémentaux sont en ville, hein. Du coup, c'est de la même manière que la faune est en train de réinvestir les villes parce qu'il n'y a pas de chasse, parce qu'il y a beaucoup moins de pesticides, les abeilles se sentent très bien dans les villes. Paris produit pas de plus en plus de miel. Voilà, pour les personnes qui sont en ville, n'hésitez pas à les appeler chez vous ou si vous n'avez pas de jardin, mettez des offrandes chez vous. Ça marche aussi. C'est-à-dire, Oui. dites-leur et vous êtes bienvenus. Soyez bienvenus chez moi. Voilà. Après, vous prenez peut-être le risque d'attirer des dragons, je sais pas, parce que ça fait quand même partie des élémentaux comme une petite Bah, horoscopie. Et sur voilà, ils sont en ville en fait. Ils sont aussi en ville. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas dans la nature d'un point de vue concret, qu'il n'y a pas des élémentaux ailleurs aussi qui font leur travail d'équilibre de la nature dans d'autres espaces aussi. Oui, et on peut leur consacrer effectivement même juste un pot de fleurs. Euh, Quand on le consacre, ça veut dire qu'on leur offre et qu'on invite les esprits de la nature à venir habiter ce tout petit endroit. Peut-être qu'il fait que, allez, 10 centimètres carrés et qu'on se dit, mince, c'est pas beaucoup quand même. Eh bien, je vous assure que ces 10 centimètres carrés, quand vous le consacrez, euh, vous n'avez pas idée en fait du nombre d'élémentaux qui peut arriver dans 10 centimètres carrés. Ça peut être une sorte de portail énergétique pour eux, ça peut être énormément de choses. Et en fait, plus on leur consacre des petits endroits à plein d'endroits, et plus ils ont l'impression enfin d'avoir un endroit où on ne va pas venir les altérer avec notre façon humaine de tout raser, de tout transformer constamment. En général, quand on consacre un endroit, c'est un endroit où on s'engage, une fois qu'il est consacré, à ne plus le toucher. En tout cas, à ne plus le toucher de façon arbitraire. Si c'est dans votre maison, dans votre appart et qu'il y a un pot, peut-être que vous aurez besoin de temps en temps de leur demander est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez besoin que je mette de la nourriture, une offrande ou quoi que ce soit? Mais en général, dans un jardin, on consacre un endroit où on les laisse gérer cette part du jardin et on ne vient pas y mettre trop notre énergie en fait. Ça, c'est important. Mais sinon, oui, on peut avoir des élémentaux partout et des dragons un peu partout et ainsi de suite. Alors moi, je vois je vois de temps en temps avec certaines de mes clientes dans leur énergie, je peux sentir s'il y a un dragon ou s'il y a un griffon. Et souvent, ces dragons et ces griffons, quand je les sens dans l'énergie, ils ont la taille maximum, la taille d'un chat. Donc un griffon, ça a l'air d'être plutôt petit en fait dans mon sentier avec mes mains et quand je pose les questions au pendule et ainsi de suite. Ça prend pas de place finalement. On n'a pas besoin de beaucoup de place, effectivement.
Je me sens appelée un peu à parler en langage. Ça vient Vas-y. un peu comme ça, j'y vais. Enaikore asante ashir enatai ki enatai sur eanai shika. Anatar eonai sikyar o yatar eosante koshir eomaikur in. Anator esor enatoi ki shanator enatokai. Omar eonatar esotai shir tokar enatoka. Donc là, voilà, pour les personnes qui ne sauraient pas, voilà, j'utilise ça, en fait, c'est vraiment pure vibration. C'est comme si je retraduis tout ce qu'on vient de dire d'un point de vue mental, je le retraduis d'un point de vue énergétique, parce que du coup, ça va aller parler à d'autres parties de vous, et ça va plus vite, d'ailleurs, que de parler au mental directement. Et ça va plus vite aussi parce que ça peut va activer pour que vous soyez plus en facilité pour communiquer, pour rentrer dans cette écoute-là avec le vivant autour de vous. Et si vous êtes intéressé, sur ma chaîne YouTube, Mathilda Poussière d'Étoile, vous l'entrez sur ma page Facebook aussi, j'ai fait une petite méditation, j'ai appelé ça Peuple premier, Peuple de Guadeloupe. C'est un peu mes ancêtres qui m'appellent à transmettre un petit peu ces savoirs-là. Et cette méditation, elle est codée, hein, c'est du chant, c'est du langage un petit peu comme ça. C'est vraiment cette notion-là d'écosystème, de porter un regard et de prendre place, de vraiment prendre cette conscience-là qu'on vit dans cet environnement-là, en fait. Et en portant un regard positif, hein, c'est pas parce qu'on est dans un immeuble, c'est pas parce qu'on est en ville, que ça reste pas de l'environnement aussi, en fait. Ça m'a fait plein de douceur et d'émotion en même temps, tu vois, d'entendre ce langage très mélodieux et puis il y a les gestes qui sont avec et, euh, et voilà, je sens que c'est en train de se poser, de travailler en même temps. Je vois qu'il y a une petite question de Stéphanie qui parle des allergies. Est-ce qu'il y a des enseignements ou une écoute particulière à avoir dans ce cas-là? Est-ce que tu as envie de répondre à ça, Mathilda? Euh, je te laisse répondre. Tac. Et hop, c'est toujours c'est une question compliquée, les allergies, parce qu'en fait, il y a plusieurs causes. Pas que alimentaires, pas que les pollens, il y a plein de choses. Je peux juste, moi, témoigner qu'une année, j'ai travaillé avec une cliente, tu sais, le type de cliente qui vient te voir et qui ne sait pas pourquoi c'est toi, mais elle veut quand même travailler avec toi. Et on a travaillé essentiellement au niveau émotionnel et elle m'avait jamais dit qu'elle avait des allergies qui l'empêchaient d'être en dehors de chez elle en été, tellement elle était sensible en fait aux odeurs, aux huiles essentielles, à la nature. Et en même temps, quand on se connectait à son énergie, ça nous parlait de, de mémoire d'anciennes sorcières, d'être connecté à la nature et de faire des choses avec des plantes. Donc c'était quelque chose de très paradoxal en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant avec elle, on a travaillé sur pas mal d'émotions. On a travaillé aussi sur quelques vies passées, parce que ça se présentait dans la consultation, pas parce qu'on voulait absolument savoir. Et peu de temps après le travail qu'on a fait ensemble, genre on a dû terminer notre travail ouais, peut-être au mois de février. Donc ensuite, il y a eu le printemps, l'été. Et donc plus de 6 mois plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était la première fois qu'elle pouvait enfin être dans un jardin, se connecter aux plantes, sentir des choses, et que ça n'était jamais arrivé depuis tellement longtemps qu'elle avait même fait le deuil, tu vois, de passer du temps dehors en fait. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un message dans les allergies euh, quand, parce que d'abord toutes les personnes sont différentes. Certaines allergies vont se révéler d'un coup, parfois avec une mémoire émotionnelle qui vient de se réveiller ou une mémoire karmique. Je t'invite à t'intéresser par exemple à l'épigénétique. Dans l'épigénétique, on considère maintenant qu'on a énormément de gènes, énormément de mémoires encodées, et puis de temps en temps, il y a un événement qui fait que paf, ça va être activé. Et je le vois très souvent quand les gens viennent me voir pour des émotions qui viennent d'un coup, ou des maux physiques, ou des allergies, ou pour certains enfants. En fait, tout va bien et l'événement déclencheur et pas toujours en lien avec quelque chose qui se serait passé, ça peut être en lien avec une mémoire qui d'un coup, paf, est activée. Et cette mémoire peut être en lien avec le transgénérationnel, donc tes ancêtres, en lien avec une vie passée, en lien avec un événement in utero, en lien avec quelque chose que tu portes pour quelqu'un d'autre. Et tu ajoutes à ça tous les paramètres liés à la nourriture, à ton écosystème, et tu auras une idée de la complexité des choses. Donc le conseil que je peux peut-être te donner par rapport aux allergies, c'est
pourquoi pas d'entamer un travail émotionnel avec des personnes qui sont formées à des approches un peu de kinésiologie, de désensibilisation, parce qu'en général, elles vont avoir les compétences de le mettre en parallèle avec les émotions, avec les mémoires qui ont pu déclencher l'intolérance ou l'allergie voilà, au pollen et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas toujours un signe qu'au contraire, il faut rester chez soi, ne plus se connecter à la nature. Ce n'est pas non plus un signe qu'on est puni, qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, mais par contre, il y a un système de survie qui se développe, qui est dans le corps et qui se met en mode danger, danger chaque fois que tu es à l'extérieur et que tu sens le pollen. Donc en général, il y a une raison. Le corps, il ne se met pas en mode danger juste pour embêter. Il le fait parce qu'il est en train d'essayer d'exprimer quelque chose qui s'est passé dans un temps. Un temps passé, un temps présent, un multitemps et ainsi de suite, quoi. Et hop, à toi. Oui, c'est ce que je captais aussi paradoxalement, c'est que ce qui me venait juste là dans l'instant, c'était que bizarrement l'allergie au pollen est peut-être une invitation à aller plus au contact de la nature. C'est très paradoxal, mais peut-être à explorer en tout cas. Mais effectivement, après chaque cas est différent, il faut voir au cas par cas. Peut-être que pour terminer, on peut laisser la parole ouverte aussi si quelqu'un veut poser des questions. Juste avant de laisser la parole, il y a aussi la question de Vincent qui est un peu concrète à laquelle j'aimerais bien répondre. Donc Vincent, tu dis que tes guides te demandent de marcher dans la terre, idéalement les jambes enfoncées dans la terre jusqu'aux genoux. Parfois, les guides ils vont nous donner des conseils très concrets en fait. Et dans le très concret, souvent, il y a se balader dans la nature, dormir, euh, mettre vraiment les mains ou les pieds dans la terre et ainsi de suite. Donc en général, c'est une invitation effectivement à se connecter à la terre. Il y a une histoire d'ancrage derrière et être en lien avec la terre dans les jardins et ainsi de suite, c'est un vrai moyen de travailler cet ancrage. Mais l'ancrage dont on entend tellement parler dans le développement personnel, en fait, au fond, c'est assez simple. C'est-à-dire quand tu sens que ton énergie est vraiment posée, vraiment ancrée, c'est la sensation que tu as quand tu te balades en forêt, quand tu as l'esprit clair et que tu sens que tu vas dans un endroit ou dans un autre et que c'est juste évident. Il y a une histoire d'évidence. Et donc l'ancrage, c'est pas obligatoirement de faire un travail spirituel constamment. C'est peut-être dans un petit laps de temps, arrêter d'essayer de monter trop haut et venir vraiment se connecter à ce qui est là dans le quotidien. Et parfois faire la vaisselle, s'occuper des enfants, s'occuper de son jardin, faire des choses très pragmatiques, s'occuper de l'administratif ou de l'argent, c'est aussi un ancrage qui permet d'être là, vraiment là, avec les, les besoins matériels qu'on peut avoir sur la terre en fait. Donc si tu as cette occasion de trouver un endroit où tu peux avoir de la terre jusqu'aux genoux, fais-le. Va marcher dans un endroit où il y a de l'argile si tu veux, mais ne te mets pas en danger non plus, hein. Jusqu'aux chevilles, ça devrait aller. Mais en tout cas, tu es invité à connecter effectivement davantage avec la terre. Et du coup, ça me parle de lieux, de bords de rivière, ça me parle d'endroits comme ça, d'étangs, de lacs ou de bords de rivière, où tu peux avoir des espèces de strates ou argileuses ou limoneuses ou vaseuses, où du coup, ça peut être possible. Mm. Voilà, après, il faut trouver dans le confinement à quel endroit tu vas mettre tes pieds dans la vase. Mais c'est le moment, il ne faut pas en avoir peur. La vase n'est pas mauvaise en soi, mais je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai des indications comme ça, parfois j'ai une flemme monstrueuse, monstrueuse de me dire oh, là, il faut marcher dans la boue. Oh, sérieux? D'accord. Donc ensuite, on essaye de trouver l'opportunité, quoi. Il y a pas très longtemps, j'avais posté sur ma page une photo d'une fontaine de lavoir. Et du coup, à cet endroit-là, il y a à peu près 1 mètre de couche où tu t'enfonces comme ça. Ça aurait été l'endroit parfait. Donc, il y a des endroits où on peut trouver ce genre de choses. Tu sais, un lavoir que plus personne n'utilise. Et donc, voilà, du coup, il n'est pas nettoyé et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, je pense que ça peut se trouver ce genre d'endroit assez facilement. Ah, Monique, oui, tu parles d'angoisse, de tristesse et fuir dans la forêt dans laquelle tu es allé te promener. Tu peux demander en fait, Monique, si la forêt allait bien en fait. Parce que avant le confinement, les esprits de la nature sont déjà au courant de la moindre modification dans le monde. Et ils sont en train d'ajuster des choses depuis des mois et des mois. L'année dernière a été terrible
dans le monde, hein, sur l'équilibre avec les forêts qui ont brûlé, avec plein de choses qui se sont passées. Peut-être la tristesse et l'angoisse, elles ne t'appartiennent pas et peut-être qu'elles appartiennent juste à ce lieu. Donc la prochaine fois, tu peux, ou même à distance, hein, de ton appartement, tu peux demander à ce lieu ce qui se passe, est-ce qu'il va bien ou pas, est-ce qu'il a besoin de quelque chose ou pas. Et quand vous arrivez dans une forêt qui va pas très bien, peut-être elle va vous demander des offrandes. Moi, ces derniers temps, depuis 1 an, elle me demande de danser de façon intuitive. Alors il y a des moments où je me dis, oh, ok, ça va faire la honte. Ok, bon, quelques mouvements et je regarde et de temps en temps je demande est-ce que là ça va? Non, ok, alors je continue, je vois ce qui va se passer, est-ce que là ça va? Oui, ok, le travail est fait, le travail est accompli. Donc parfois être gardien de la terre ou avoir ce respect pour un endroit, c'est pas forcément de faire des choses extraordinaires où on aurait un pouvoir magique et énergétique. Parfois c'est juste ressentir à l'intérieur, demander et quand ça nous donne une directive qui est faisable, elle nous demande un peu d'effort, mais elle est faisable, faites-le. Parce que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais ça a un impact vraiment grand pour les forêts, pour les êtres qui habitent les élémentaux et ainsi de suite. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est quand je parlais, il y a des forêts en colère, il y a des forêts un peu tristes, il y a des forêts fermées. Enfin, voilà, c'est toute la diversité qu'on connaît chez les êtres humains, elle est aussi présente et dans la nature, et dans les arbres, et dans les forêts, et aussi dans tout ce qui est beaucoup plus petit, les petites herbes, les petits buissons, les haies, etc. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que même en colère, une forêt veuille faire du mal, en fait, qu'elle veuille Mm. punir. Donc sur le côté, est-ce qu'on doit s'enfuir? On a souvent cette crainte, parce que beaucoup de choses ont été dites dans les milieux de développement personnel ou ésotérique, sur les énergies toxiques. Donc quand on se sent pas bien, on va avoir tendance à dire « Ouh là là, je suis en danger, je dois partir ». Mais en fait, moi, ce que je vois, en tout cas quand je suis en lien avec des esprits de la nature, c'est qu'il n'y a pas de danger. Par contre, la conscience, c'est de dire, comme quand on est face à un tout petit enfant qui est en colère, c'est de dire waouh, je vois que tu es vraiment en colère et je suis tellement désolée de voir ce que toi tu vis. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être avec toi ou pour t'aider ou est-ce qu'il y a besoin de plusieurs personnes ou est-ce que juste moi je peux le faire? On peut aussi poser la question selon les lieux et selon la taille de la forêt et ainsi de suite. En tout cas, personnellement, je ne perçois pas un danger. Il y a Anne-Sophie qui demande est-ce que pour les allergies, ça peut se vérifier avec les chats? Ouais, moi, je connais des gens qui sont guéris là, de ce type d'allergie aux chats ou aux chiens, qui étaient très, très allergiques. C'est des choses qui peuvent bouger aussi, en fait, hein, en Oui, explorant, en voyant qu'est-ce qui se passe exactement, quel est le rapport. Voilà, que ce soit les poils ou que ce soit je pense que c'est la salive c'est aussi ça. des chats. Mais oui, pour moi, enfin, je connais plusieurs personnes qui ne sont plus du tout réactives sans avoir fait des choses médicales et qui, voilà, ça s'est passé en fait tout naturellement. Oui, moi, je le vois assez souvent relié aux esprits de la nature, enfin aux émotions en fait, par rapport aux chats, aux animaux domestiques, tout ça. Et je vois Monique, tu dis pas en danger mais triste. Oui, bah oui, tu as le droit de ressentir la tristesse de la forêt en fait. Et ce qui permet de transmuter une émotion ou une information énergétique, c'est de rentrer en relation et de demander en quoi est-ce que je peux contribuer. Et ça se transmute tout seul. À partir du moment où on est juste prêt à venir soutenir celui ou celle dans la forêt ou dans les esprits de la nature qui a ces émotions-là.